Dans un vaste paysage de campagne, non loin d'un village, sous la lueur dorée d'un soleil couchant, deux jeunes gens se regardent passionnément. Près de son troupeau rassemblé sous l'ombrage, un berger les contemple. Est-il attiré par les accents de la musique interrompue? Aperçoit-il les deux nymphes nues, la joueuse de flûte, la femme près de la fontaine, qui paraissent être invisibles au musicien et à son compagnon? Tout est mystérieux dans ce chef-d'œuvre. On devine que l'amour, la musique, la nature sont en réalité le véritable sujet. On a tenté de l'interpréter en notant ses affinités avec l'Arcadie de Saint-Lazare, avec la poésie de Bembo et de l'Arioste. Elles expliquent le titre de pastoral que porta le tableau au XVIIe siècle, avant qu'il ne devienne populaire au XIXe, sous celui plus banal de concert champêtre. On a aussi trouvé dans le concert champêtre la personnification de la poésie, de la musique, et recherché son argument dans l'histoire amoureuse des héros de l'Antiquité, de la littérature, jusqu'ici de manière peu convaincante. Le sujet du tableau est encore indéchiffrable, comme beaucoup d'autres à cette période. Le peintre collaborait alors avec les cercles érudits et raffinés dont l'immense et curieuse culture nous échappe. D'admirables collections d'antiques, objets d'art de toutes sortes, servaient de relais à l'imagination et à la création de l'artiste. Dans ces cercles, on cultivait la musique comme un art et comme une science, ainsi que le chant. Tous ces éléments ont nourri la jeunesse du concert champêtre, qui nous donne une idée de la splendeur vénitienne au début du XVIe siècle. On a beaucoup discuté, et on discutera encore longtemps, sur son auteur. Est-ce Giorgio de Castelfranco, surnommé Giorgione, le jeune homme mystérieux, auteur de rares et difficiles peintures, prématurément emporté par la peste en 1510? Ou Titien, le géant, qui régna près de 100 ans sur l'art vénitien? Les deux thèses ont leurs farouches partisans. Le concert champêtre est attribué à Giorgione dans l'inventaire du cabinet du roi dressé en 1683 par le peintre Charles Lebrun, mais avec d'autres peintures dont aucune ne peut être retenue. Son origine est inconnue. Il appartint à des collections illustres avant de parvenir en 1671 dans les mains de Louis XIV. À la fin du XVe siècle, l'art vénitien est dominé par Giovanni Bellini. Selon Dürer, qui écrit en 1506, tout vieux qu'il est, il est encore le meilleur peintre à Venise, Bellini forma Giorgione et Titien. Il excellait dans le paysage, qu'il disposait harmonieusement au fond de ses compositions religieuses, sous une douce lumière. Son influence s'étendit sur tout l'art vénitien, par exemple sur Cima de Conegliano. Ce paysage, fait d'observations attentives, était aussi marqué par l'exemple de la peinture flamande. Le poète Pietro Bembo, ami de Giorgione, possédait un petit diptyque de Memling, représentant Saint Jean et Sainte Véronique. Les familiers de sa maison admirèrent cette œuvre délicieuse et d'une grande perfection technique. Au paysage descriptif, Giorgione substituera ce que l'on a très bien appelé un paysage état d'âme, où la nature s'unit subtilement aux acteurs. Elle reflète leur émotion.
celui qui le contemple s'y unit à son tour, saisi par les mêmes sentiments. C'est une conception moderne du paysage que nous serions tentés d'appeler romantique. Le sujet souvent mystérieux, la couleur plus libre et plus vibrante, ajoute une dimension supplémentaire à ce paysage plus rêvé que vu. C'est lui qui apparaît dans les rares œuvres certaines de Giorgione. Le petit paysage sur toile avec la tempête, la bohémienne et le soldat, qui figurait en 1530 dans la collection de Gabriel Vendramin, sans doute le célèbre tableau de l'Académie, a reçu plus de 30 interprétations différentes. C'est nu, une seconde femme nue à gauche apparaît à la radiographie à la place du soldat. Son paysage, sous les étranges fulgurations d'un ciel orageux, offre certes des rapports avec le concert champêtre. Cela est vrai aussi pour la Judith de l'Ermitage. Mais dans ces peintures, la suavité des visages, la touche fondue, le coloris rompu et subtil, la modulation de la lumière diffèrent des vigoureux accents du concert champêtre où tout est décrit d'une manière plus naturelle. Les nus sont plus sensuels. Le paysage plus épanoui, la touche plus large, la couleur plus riche et plus saturée. Le concert champêtre n'a plus les calmes harmonies de la Vénus de Dresde de Giorgione, au grand nu endormi si chaste. Mais il se rapproche de son paysage à droite, qui selon une tradition ancienne aurait pu être ajouté au tableau par Titien, après la mort de Giorgione. La diversité des personnalités et des manières des deux artistes est très claire dans les fresques, malheureusement fort abîmées du comptoir des Allemands sous le Grand Canal, fragment conservé aujourd'hui à l'Académie de Venise. Le grand nu féminin semble habité par un feu rougeoyant. L'historien et peintre Vasari, en 1568, nous parle du coloris extrêmement vif de Giorgione, et au XVIIIe siècle, Zanetti décrit son reflet sanglant. À l'opposé, la Judith de Titien, pour le même ensemble, paraît plus charnelle et plus naturelle. On retrouve ici, dans le domaine de la couleur, la différence entre les paysages rêvés de Giorgione et la nature réelle et luxuriante que Titien aime peindre. L'analogie est saisissante entre les visages du musicien et de son compagnon dans le concert et ceux que Titien peignit entre 1510 et 1511 à la Scuola del Santo, à l'oratoire de Saint-Antoine de Padoue, dans Le miracle du nouveau-né. Comme dans Le miracle du fils irascible, ils ont la même plénitude, la même touche large et la même couleur profonde, la même puissance dramatique. Certes, le thème du concert champêtre est d'origine giorgionesque, et les rencontres formelles avec le maître de Castelfranco sont indéniables. Par exemple, la nymphe de gauche rappelle une figure gravée par Marc-Antoine, qui est attribuée à Giorgione. Mais si l'on a cru distinguer à la radiographie des reprises dans cette nymphe, il s'agit plus vraisemblablement d'une transformation de la figure. L'exécution de toute la peinture, en tout cas, est très homogène et paraît d'une seule main. Elle se rapproche davantage de la manière brillante de Titien que de celle plus subtile de Giorgione. Titien reprendra le thème du concert dans l'allégorie de la vie humaine. Il y reviendra plus tard, avec une sorte de passion nostalgique, dans La nymphe et le berger.
où la couleur lutte avec l'ombre. Rarement chef-d'œuvre d'une plus riche et plus subtile postérité. Sensible à sa poésie amoureuse et musicale, Rubens, dans ses Jardins d'amour, comprend l'accord secret entre la nature et l'âme qu'exprime le concert champêtre. Il situe sa conversation à la mode, ainsi appelait-on alors le tableau, dans un jardin imaginaire, sous une lumière dorée d'automne, complice des aveux et des émois. Watteau, en reprenant cette idée, reste plus fidèle à l'inspiration première, car ces fragiles acteurs, isolés et comme perdus dans des parcs mystérieux, ont la mélancolie des musiciens du concert. La mélancolie s'habille d'une joie éphémère chez Fragonard. Ces figures minuscules se blottissent dans le paysage de rêve de la fête à Saint-Cloud, aux arbres grêles et aux frondaisons immenses. Sur toutes ces œuvres s'étend cet éclat intemporel qui brille aussi dans le concert et que définira si bien Diderot. La peinture a, pour ainsi dire, son soleil, qui n'est pas celui de l'univers. Pour Manet et pour Cézanne, le concert champêtre préface la nouvelle peinture. « Je veux refaire cela », confia Manet, « dans la transparence de l'art moderne ». Mais Cézanne comprit qu'au déjeuner sur l'herbe, la partie carrée, comme l'appelait Manet, manquait ce frisson de noblesse qu'il percevait dans le concert champêtre. Ces baigneuses, en apparence moins fidèles, sont en réalité une moderne interprétation et une suite audacieuse au chef-d'œuvre du Louvre, dont Cézanne disait si joliment qu'il emparadise tous les sens. Près de son troupeau rassemblé sous l'ombrage, un berger les contemple. Est-il attiré par les accents de la musique interrompue? Tout est mystérieux dans ce chef-d'œuvre. On devine que l'amour, la musique, la nature sont en réalité le véritable sujet. On a tenté de l'interpréter aperçoit-il les deux nymphes nues, la joueuse de flûte, la femme près de la fontaine, qui paraissent être invisibles au musicien et à son compagnon. Dans un vaste paysage de campagne, non loin d'un village, sous la lueur dorée d'un soleil couchant, deux jeunes gens se regardent passionnément.